Le principe que nous avons vu dans la communication non violente, qui consiste à combiner des émotions et des faits dans une même expression, qui du coup devient de la violence, est valable avec les termes de la logique tétravalente que nous allons étudier à cet effet. Mais qu'est-ce que la logique tétravalente? C'est ce qui va nous permettre d'opérer un discernement. On va s'apercevoir qu'en l'absence de ce discernement, on est coincé dans une logique binaire, c'est-à-dire d'une holistique du tout ou rien. Et penser en des termes de niveau de gris, la compromission n'est pas non plus une solution. C'est quand les termes de la logique tétravalente sont fusionnés qu'on génère non pas de la violence, mais quelque chose qui est conduit. Il y a beaucoup de combinaisons à étudier. Tétra, ça veut dire 4, 4 x 4, 16, la double voix qui se dédouble, c'est du bouddhisme. La logique tétravalente permet d'étudier une proposition selon 4 valeurs de vérité. Ces 4 valeurs sont ce qui est vrai, ce qui est faux, mais attention, déjà, les mots sont confus. Ce qui est vrai et ce qui est faux ne concernent que ce qui existe dimensionnellement, de façon prouvable dans le monde physique. Rappelez-vous qu'en communication non violente, on ramène toujours les angoisses et même les compléments à leur valeur physique en termes de satisfaction du besoin. Il s'agit d'une action vérifiable et non de la stimulation d'une satisfaction ou d'un désir. C'est dans le monde physique que ça se joue. La logique de premier degré s'applique à un problème défini par sa complétude, c'est-à-dire que tous les axiomes sont connus. Lorsqu'on introduit dans la problématique des axiomes qui sont de l'ordre des hypothèses ou des jugements, on est dans une incomplétude selon les termes de la théorie de l'incomplétude de Gödel qui dit que les axiomes d'une théorie ne peuvent être déduits depuis son énoncé. C'est-à-dire qu'en fait, on a une question qui pointe vers des points d'interrogation et il nous manque des données pour résoudre le problème. Les hypothèses et les jugements sont donc les deux autres valeurs de vérité de la logique tétravalente. Mais là encore, il convient de faire une mise au point linguistique. Les probabilités qu'un événement se produise s'opposent à ce qui est vrai et faux, c'est-à-dire à ce qui est avéré ou impossible. En attendant que l'une des deux possibilités soit avérée, la proposition reste entièrement dans un état de vérité probabilistique. C'est ce qui se passe en physique quantique où, pour qu'un événement soit projeté dans le cadre tridimensionnel de la réalité, mesuré par la masse, l'espace et le temps, l'événement reste incertain à l'état ondulatoire comme de la lumière. Il devient corpusculaire lorsqu'il est frappé par la réalité, en quelque sorte. Un événement, une masse, va capturer une potentialité, et dès lors il pourra être mesuré avec précision. Cet événement qui capture la potentialité peut très bien être le simple fait de l'observateur, ce qui est intriguant. Et là déjà, on voit que tant qu'on n'a pas fait la distinction entre ce qui est de l'ordre de la probabilité et ce qui est réel, on reste un peu confus face à ce qu'on observe. Et on ose même dire que ça défie les lois de la physique. Pourtant c'est bien là, devant nos yeux. Le quatrième terme de la logique tétravalente est le jugement, justement. C'est-à-dire le fait de faire intercéder une construction psychologique pour évaluer la réalité. C'est le cerveau, une machine prodigieuse qui crée la réalité que nous observons. Dès lors, la réalité observée dépend intégralement des capacités du cerveau, et c'est pour ça qu'il faut bien travailler à l'école. Le problème est que nous avons l'impression que ce que nous observons est la réalité, qu'elle existe physiquement devant nos yeux, mais c'est une erreur due à une confusion entre différents axes de vérité que l'ignorance tend à fondre en un seul axe. Pour être plus clair sur ce quatrième terme de la logique tétravalente, qu'on appelle le jugement, il faut comprendre qu'on localise sur cet axe tout ce qui est immatériel. Pour autant qu'elles sont immatérielles, ces choses ne sont pas insignifiantes. Et elles ont une valeur significative dans la perception de la réalité. Les odeurs, les couleurs relèvent d'une construction psychologique, mais aussi les émotions, la détermination, l'envie, les désirs. Et plus important encore, plus important que tout, c'est là que sont logées les structures. Et là, tout d'un coup, le concepteur de logiciel lève un sourcil, parce que ça l'intéresse. Qu'est-ce qu'une structure? Une structure, c'est ce qui donne du sens aux composants de la physique, et qui détermine la façon dont ils doivent être reliés entre eux pour créer une machine, un système, et obtenir un résultat. Tout cela doit être très concrètement formalisé dans l'esprit si on veut aborder des questions sur la systémique, la psychologie, la philosophie, et si on veut résoudre des problèmes.